qui Parfait. était de savoir comment est-ce que vous définiriez l'amour. Ah, ça, c'est vrai. C'est c'est pas du tout une question piège, c'est intéressant parce que, en fait, c'est un mot hyper galvaudé qu'on utilise pour moi à tort et à travers. C'est pour ça que souvent je reprends en disant, regardez, chacun y va de sa définition, puisque vraiment, Mhm. mais tout le monde peut y aller avec une définition différente. Il y a une hétérogénéité du concept de l'amour. Après, moi, j'aime bien la référence de la grille des Grecs, des anciens, là, que je trouvais pas mal, Eros, Porneia, Philia, Agapé, bon, Mhm. enfin bref, je la trouvais assez bien faite. Bon, voilà, parce que ça clarifie un peu les étages, en fait, les différentes manières d'aimer. Mais sinon, personnellement, je mets beaucoup de méfiance sur le mot amour parce que en général, on confond beaucoup le mot amour, je t'aime, hein, avec un attachement agrippant, avec un attachement ou agrippant ou évitant, enfin avec des troubles de l'attachement. Je t'aime, c'est je te veux, ou je t'aime, c'est je ne peux pas je ne suis pas en sécurité si tu n'es pas là. Je t'aime, c'est enfin, voilà. Souvent, on voit pas ce qu'il y a derrière le mot amour parce que ce que je dis pour moi souvent, c'est que je peux formuler un je t'aime parce qu'il y a un élan qui jaillit maintenant. Tu combles tous mes besoins à cet instant T. Je suis Mhm. parfaitement comblée, complète. Tu nourris le besoin de soutien, par exemple, c'est magnifique. Et donc là, je me sens bien et je te dis, je t'aime. Mais c'est le je t'aime de l'instant. Donc c'est toujours la vérité de l'instant pour moi. Voilà. Mhm. Donc après, le mot, c'est pour ça que je dis, méfiez-vous parce que quand vous êtes très hypnotisé par le mot, les mots doux, hein, tous les mots doux, et qu'une fois que vous remplissez plus le cahier des charges, l'autre vous dit, mais je t'aimais, je t'aime plus, bah, vous tombez de haut en fait, hein. Parce que c'est souvent comme ça que les couples, ils divorcent. Ils explosent en vol. Comme, ah, mais je t'aimais tellement, mais maintenant je ne t'aime plus. Ah, je t'aime plus, Mhm. c'est pas, mais je t'aimais pas plus avant en fait. C'est pas que je t'aimais avant, c'est que tu remplissais le cahier des charges. Et donc j'étais ravie. Donc je te disais que je t'aimais dans la vérité de l'instant. C'est pour ça que moi je mets toujours, c'est super joli de pouvoir exprimer et de laisser jaillir la spontanéité du mot amour. Mais voilà, il faut voir à quoi ça correspond derrière. Mhm. Et donc justement, ce serait quoi les signes qu'on aime véritablement? Bah là, alors là, je reprends. Moi, j'ai trouvé ça assez simple et bien fait, les langages de l'amour, répond aux canaux, en fait, les différents langages, là, les 5 langages de l'amour. Je trouve ça bien fait, c'est facile à comprendre, ça, hein. Donc, il y a les attentions, la qualité des moments partagés, les attentions. Alors, dans les attentions que l'autre me donne, c'est-à-dire, moi, je vais recevoir des attentions. Il y en a qui ont du mal avec recevoir, d'ailleurs. Mais quand même, on aime tous, on a une aspiration à recevoir de l'amour, à se sentir aimé et aimable. Et donc, dans les gestes d'attention, il y en a qui vont préférer les cadeaux, d'autres qui vont préférer les mots d'amour, les mots, d'autres qui vont préférer les services rendus, d'autres qui vont préférer le contact charnel ou les gestes de tendresse. Donc voilà, selon nos goûts, nos appétences, nos préférences, on va préférer un canal plutôt qu'un autre. Et c'est bien de se connaître, quoi. C'est bien aussi peut-être de déployer un peu l'artifice, quoi, de dire on va se balader sur le spectre déjà en connaissant le partenaire, mais même on peut aussi, si on n'a pas l'habitude de faire des cadeaux, de dire oh, ben, je peux de temps en temps faire un cadeau parce que ça lui fait du bien ou que ça me fait du bien. Enfin voilà, c'est ce que je veux dire. Et puis après, de faire d'utiliser les mots d'amour. Et les mots d'amour, sachant ce que je viens de dire, le bémol des mots d'amour, hein. C'est c'est les louanges et les mots d'amour, ça fait partie des signes d'attention, hein. On appelle ça les signes de reconnaissance positifs, caresses verbales et physiques, hein. Toutes les Mhm. attentions, les mots d'amour, etc., les gestes, tout ce qui concerne l'attention portée vers l'autre. Et en même temps, bah, déjà, il ne faut pas se forcer à les faire, parce que si on se force pour faire plaisir à l'autre ou pour obtenir un rendu sur investissement, vous voyez que tôt ou tard, c'est voué à l'échec, puisque si je me force, je fais payer l'autre, en fait. Dès que je me Mhm. force à faire un truc, après, bon. Donc, les attentions, super, hein, dans le côté donnant, je donne à l'autre, voilà, de l'amour parce que l'autre va recevoir et quand on aime contribuer en amour, on aime contribuer à faire du bien à l'autre, hein, en fait. C'est ça, on le voit chez les bébés quand ils arrivent au monde, les adultes, ils sont tous, ils ont envie de contribuer vers les bébés et donc on est fait pour contribuer en fait, naturellement. Après, voilà, c'est un peu selon les profils d'attachement, selon les problématiques, si je me force ou si j'ai peur
en donnant, de me faire avoir. Donc, je vais commencer à calculer, à faire des stratégies, je vais moins donner. Donc, des fois, les pistes sont brouillées, vous voyez ce que je veux dire? Dans donner, recevoir. Mm, mm. Mais voilà, comment donner? Là, vous êtes sur le don. Donc, sur le don, il y a le don dette déjà. Si je donne, je vais me sentir en dette hein, pour certains. Donc, il y a tous ces trucs-là. Ça, c'est des choses qui ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. Ça se voit, c'est derrière, quoi. C'est la mécanique du fonctionnement de quand je donne, mais oui, mais après, je me sens en dette. Ou quand je donne et si je me force, après, je vais faire payer. Si je donne trop, je m'oublie. Si je donne pas assez parce que j'ai peur que l'autre exige des trucs de moi, ben, du coup, je suis un évitant. Enfin, vous voyez, des fois, il y a beaucoup d'automanipulation et de manipulation autour du don. Mm, mm. Et là, on est déjà dans le fait de donner, recevoir, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses qui se passent en nous avant même qu'il y ait forcément une quelconque forme de relation qui peuvent nous signaler qu'on est en train de tomber amoureux véritablement d'une personne? Oui, alors là, je vais vous dire, on va commencer à la racine. La racine, c'est je rêve, par exemple, je suis une femme, je rêve de tomber amoureuse. Je rêve du prince charmant qui va, enfin, on n'appelle plus ça le prince charmant, on appelle ça la bonne personne. Voilà, qui Mm, va, avec qui je vais pouvoir faire un couple et avec qui je vais être épanouie. Voilà, bon, je rêve de cette quête du Graal, d'accord? Donc ça commence comme ça. Si je rêve de cet amour romantique, Heu, ou je peux rêver d'amour charnel, ça dépend qui on est, hein. Il y en a qui rêvent d'une complétude par l'amour charnel, donc voilà. Je rêve de quelque chose, OK? Ça commence par, ça c'est le la racine. Je rêve de quelque chose qui me manque parce on se sent jamais aimé, jamais assez aimé, en fait. Donc on rêve de quelque chose qui nous manque. Donc on va fabriquer une projection mentale. J'aimerais tellement le ou la rencontrer. Ça serait tellement génial pour moi, voilà. Donc ça commence comme ça. Donc on va mettre de l'énergie au service de cette conception, de ce schéma mental, de ce rêve et donc après éventuellement, on va se donner les moyens. On va dire: «Ah! Pour obtenir ce que je veux, objectif, alors comment je fais pour y arriver?» Et donc là, on va voir les différentes stratégies des uns et des autres, de séduction, aussi de rencontre, où, voilà, chacun y va de ses propres, styles, hein, de comment je fais pour rencontrer ou comment je m'organise pour ne pas obtenir ce que je veux, mais il y a une aspiration à la connexion. Très souvent, il y a co ça commence par l'aspiration à la connexion, avant la rencontre avant la rencontre. Plus je rêve, plus j'aspire à la connexion, plus je suis en avidité de connexion, en manque, plus il va me falloir trouver des stratégies pour obtenir ce que je veux, puisque je me dis dans ma tête: «Je suis en manque» et j'adhère au mm, manque et donc moi, souvent, je travaille comme ça, c'est-à-dire je dis: «Mais avant toute chose, si vous voulez vous libérer, de ce manque d'amour, il faut déjà voir que vous créez. Vous êtes hypnotisé par ce rêve de cet objectif de l'atteinte, d'être complète par l'amour ou complet par l'amour ou comblé par l'amour et donc du coup, bah, en vous hypnotisant sur ce process, bah, forcément, vous risquez pas d'être libre. Après, vous mm, mettez les stratégies en face plus ou moins puissantes. Mais il y a déjà cette hypnose de je veux ce truc parce que je me sens pas assez bien, assez belle, assez intéressante, ou je manque d'amour, ou je manquerai demain. Et si demain je manque, je suis en insécurité. En général, c'est très lié au sentiment de sécurité, l'amour. Ça, il faut le dire. C'est la base qu'il faut comprendre. C'est avant toute chose, je rêve d'amour, non seulement pour me sentir comblée, épanouie, mais surtout pour que je me sente en sécurité au niveau du cerveau, biologique, reptilien. Reptilien et limbique. Surtout, surtout. Si c'est comme ça que ça se passe. Je cherche la paix avant toute chose, plus que l'extase. Tout le monde, hein. C'est un truc majeur ça. Enfin, c'est pas moi qui le dis, j'ai rien inventé, hein. On court toujours après la paix et donc on cherche, l'épanouissement, mais l'épanouissement, c'est-à-dire je suis comblée par quelqu'un, je serai comblée par quelqu'un, ça c'est la stratégie de l'histoire d'amour et à ce moment-là, j'obtiendrai la paix. Je serai tranquille, en fait. Je serai en sécurité, je vais être tranquille. Même si je cherche, l'intensité, au fond, je cherche la paix. Parce qu'une fois que j'ai l'intensité, après, je peux me poser. Voilà, je suis comblée, je peux me poser, je peux être en paix. Et c'est ça qu'on vise en interne. Et c'est intéressant de voir à la racine qu'est-ce qui se passe avant qu'on parte dans la stratégie de séduction et dans l'histoire de la love affair, comme j'appelle ça, qui après se construit ou pas. Mais ça, mm, c'est le démarrage du démarrage. Je me sens en manque, je me sens trop seule, je me sens, incomplet et donc je pars dans l'idée du rêve, l'idée de cet objectif, donc c'est bien une idée, c'est un schéma mental avec une sensation du manque.
Donc, si j'arrête d'adhérer à ça et de l'alimenter du matin au soir, je vais pouvoir rencontrer ou ne pas rencontrer. Ça se fait, ça se fait pas. Si ça se fait, youpi, ça se fait pas, je fais pas une tronche de cake. Voilà. Et justement, ça me fait penser, il y a des gens qui disent souvent que pour trouver l'amour, c'est les moments où on l'attend pas, en fait, que ça arrive. Bah, Est-ce- les deux en général. Je peux être conscient ou consciente que je cherche quelque chose qui me manque et mettre des stratégies en face, donc être proactif et en même temps être un peu plus libre des enjeux. C'est-à-dire, si j'ai pas, c'est pas grave. Et par contre, je peux jouer aussi ce que vous venez de dire, la posture qui consiste à dire bon, bah, j'attends plus rien. Parce que je ne manque de rien. Bon, déjà, on manque jamais de rien, rien. Bon, c'est difficile, mais c'est aussi une intention de chercher à manquer de moins de choses. Et du coup, je suis plus en posture contemplative. C'est-à-dire, Mhm. j'attends que les choses viennent à moi, je ne chasse pas, je ne suis pas proactif. Moi, je trouve que ça peut être intéressant de conjuguer un peu des deux. Ce que disait, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'est, je sais plus, il y en avait un, il y avait un philosophe il n'y a pas longtemps que j'avais écouté qui disait, ça peut être, oui, c'est Pépin, comment il s'appelle? Ouais, bah, vous voyez qui c'est. Et il disait conjuguer Christian Bobin, le contemplatif. Je ne fais rien, j'attends que tout vienne à moi, là. Je suis contemplatif. Et Anthony Robbins, le punchy, là, le volontariste. Et allez, vas-y, je suis sur le marché, je suis sur les sites de rencontres, hop, 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 je suis sur le terrain, je drague et tati, tata. Et j'ai plus de chances d'obtenir ce que je veux. Ce qui n'est pas faux. Plus je rencontre, plus je chasse et plus je risque, c'est statistique, de faire des rencontres. Si je reste chez moi, attendre le prince charmant, il y a peu de chances qu'il arrive. Mais voilà, donc les deux postures sont intéressantes. C'est juste d'être libre des enjeux pour moi qui va compter. C'est-à-dire, est-ce que je peux faire avec les résultats qui vont être réussis ou foireux? C'est-à-dire où ça marche ou ça marche pas. Et ça, c'est pas grave. C'est alléger le drame de l'obtention de l'objectif atteint ou non atteint. C'est ça sur lequel je travaille souvent. Mhm. Et une fois qu'il y a la rencontre, on Ouais. parle souvent du coup de foudre, de Oui. ce côté savoir au premier regard. Ouais. Il y a toutes les stations physiques aussi qu'on évoque, Ouais. etc. Tout à Est-ce fait. qu'il y avait vraiment des signes qui prouvent qu'on est amoureux? Comment, des fois, enfin, souvent ça arrive qu'on tombe amoureux, mais qu'on mette plusieurs semaines à s'en rendre compte, voire plusieurs mois en se disant Oui. c'est marrant, je peux voir cette personne. Est-ce qu'il y a des grands signes qui font que Oui, il y a c'est les vraiment deux. quelqu'un d'amour? Il y a effectivement il y a les deux types de rencontres. Il y a la rencontre coup de foudre, qui est une alchimique, souvent, genre, comme il y a des amants qui s'attirent, quoi, une attraction vraiment au-delà de tout ordre, quoi. On ne comprend pas bien ce qui nous arrive. Et là, c'est toute la chimie de l'amour qui se met en branle. Euh, donc, effectivement, il y a mais pas que des personnalités, hein, il y a des névroses inconscientes, effectivement, qui s'attirent, mais il y a aussi la chimie des corps. En fait, il y a des gens qui s'attirent physiquement, il y en a qui ne s'attirent pas, en fait, y compris dans le contact. Il y en a avec qui ça s'emboîte et d'autres avec qui ça ne s'emboîte pas, et ça se fait plus ou moins rapidement. En général, c'est assez rapide, ça. Le côté coup de foudre, hop, ça marche. Il y a de la fluidité dans les corps qui s'assemblent. Il y a une forme de compréhension, peut-être des valeurs un peu communes comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le coup de foudre, mais c'est quand même très projectif, hein, puisque on ne connaît pas l'autre, donc ce n'est qu'une projection du mythe de l'amour parfait. OK? Mais il y a quand même des signaux comme quoi, ah ouais, ça pourrait être le partenaire potentiel qui va être ma moitié, quoi. Enfin, ce qu'on appelle l'histoire du banquet de Platon, là, ce qui va réunir mon côté incomplet ou mon yin et mon yang, ou des trucs comme ça. Ça, c'est l'histoire coup de foudre. Et c'est intéressant parce qu'il y a des scientifiques qui sont penchés sur cette affaire et qui ont dit comme ça, ce type de coup de foudre, comme ça, complètement imprévisible, et puis d'un coup, paf, ça match, et d'un coup, je m'en remets pas, j'ai toute la chimie de l'amour, là, et j'ai les papillons dans le ventre et tout ce que vous connaissez, là. Et ben ça, pour certains, c'est ce que d'après ce que j'ai lu dans la science, c'était évalué comme on vient se guérir de nos blessures d'âme, en fait, de nos blessures expérimentées, etc., à travers cette recherche de cette moitié, enfin de cette personne. On vient vraiment chercher de manière inconsciente à se guérir et parce qu'on cherche à se guérir de nos blessures, en fait, tout le temps, toute notre vie, hein, en réalité. On passe notre temps à être des enfants traumatisés, plus ou moins, avec des manques, avec
sans arrêt, et on passe notre temps à chercher à se guérir, en fait, à cicatriser nos blessures. À se guérir. Donc, il y a comme un espèce de quête inconsciente avec qui je vais pouvoir me guérir, en fait. Voilà. Et voilà, et donc c'était intéressant de voir que ça ressemble un peu à l'histoire des âmes sœurs ou des flammes jumelles, mais de manière un peu moins révélée, moins sur le truc spirituel, là, que bon, et après il va falloir rester toute sa vie avec, parce que sinon, le problème des flammes jumelles, c'est un peu excessif comme concept. Et ça reste un concept. Mais c'est intéressant de voir le coup de foudre, qu'on dit que c'est un hasard, etc., me tombe dessus. En fait, c'est aussi quelqu'un, regardez, c'est aussi quelqu'un que j'attends quelque part. Parce que j'ai dit tout à l'heure hein, quelque chose d'important, j'ai dit, mais si je ne rêve pas de cet amour absolu, mais je ne peux pas faire affaire, quoi. Celui, même si c'est un coup de foudre, l'autre qui passe vers moi, je ne le remarque pas, il ne m'intéresse pas, en fait. C'est parce que je rêve au préalable de cet amour absolu pour guérir les blessures pour moi, pour guérir de ce manque d'amour, puisqu'on vient de l'infini et on est des êtres finis. Et donc, on va passer notre temps à chercher à revenir à l'infini, à aimer à l'infini, à trouver quelqu'un qui va nous aimer à l'infini, c'est-à-dire exactement, inconditionnellement, etc. Voilà, donc ce qu'on appelle la quête de l'amour absolu. Encore appelé aujourd'hui le mythe de l'amour romantique, pareil. Et vous évoquiez, enfin, on évoquait les manifestations physiques, Oui, etc. C'est quoi, on va dire, les symptômes de l'amour ou du coup de foudre, si on est vraiment sur du très terre à terre, c'est-à-dire je rencontre quelqu'un. bon, c'est les fameux papillons. Bah, c'est toute la chimie, vous l'avez sur Internet, ça. La chimie de l'amour, dopamine, GABA, ocytocine, un cocktail d'opioïdes, l'ocytocine quand vous faites l'amour. Enfin, vous avez la totale des trucs auxquels on est addict parce que c'est les hormones du plaisir, mais plus que du plaisir. C'est le circuit qu'on cherche justement pour se sentir mieux, en fait. Et donc, avec ce cocktail, bah forcément, vous avez les papillons dans le ventre, vous avez les palpitations, vous avez tout le système nerveux en orthosympathique qui s'active. Bah voilà, donc ça met ces sécrétions qui créent cet état de projection, de cristallisation, de fixation sur la personne, qui est aussi très lié à la survie de l'espèce, en fait, hein. On cristallise sur un partenaire aussi, sur la théorie de l'évolution, hein, c'est pour ensuite pouvoir procréer derrière. Mais bon, voilà. Donc, mais ça, vous l'avez partout, ce truc de la chimie de l'amour et qu'est-ce que ça fait sur nous. Donc, on est là, on n'en peut plus, on pourrait déplacer des montagnes. Ça, c'est la chimie ça, c'est le système nerveux en orthosympathie qui fait ça. On pourrait être là à tout combattre, à être battant, à tout déployer. On sort de nos états d'inhibition, on se sent valorisé, existé, aimable, tout va bien, Madame la Marquise, grâce à cette chimie dans lequel on se noie pendant un instant. Le problème, vous savez, c'est l'histoire du manque. Voilà, parce que l'autre, il ne va pas continuer à nous regarder les yeux en merlan-frit, yeux contre yeux et chewing-gum contre chewing-gum pendant 107 ans. Et même si bien il le fait, à un moment donné, comme on est en sécurité, on va commencer à s'ennuyer. Donc ça ne dure qu'un temps, cette affaire. Donc après, il y a la chimie du manque, c'est-à-dire, c'est une dope, hein, c'est une dose, une drogue. Donc après, il y a, ah, et comment je veux retrouver cet état et toute cette chimie-là, et donc je vais commencer à sentir le manque. Et voilà, voilà, petit tour de manège. Dans notre article, à l'origine, il y avait comme signe noté que les étoiles dans les yeux, c'est un signe de l'amour. Est-ce qu'il y a une explication, enfin, est-ce que Oui, c'est vraiment un signe de l'amour ou est-ce que c'est un imaginaire qui est lié oui, c'est au côté imaginaire. Là, moi, je parlais des spirituel? papillons dans le ventre, ça c'est au niveau sensoriel, c'est tripal, c'est l'excitation, c'est le désir aussi, hein, le désir qui naît du ventre. Donc j'ai envie de toi, j'ai envie je te désire ardemment. Et vous parlez des étoiles dans les yeux, là, c'est-à-dire, bon, c'est un peu le même truc, c'est la projection amoureuse de l'état amoureux. Donc je me sécrète de la chimie et donc j'ai un état amoureux et donc je gomme les zones, enfin ça gomme les zones aveugles et je te vois comme j'aimerais te voir, je t'ai merveilleux, je t'idéalise. Ça, les étoiles dans les yeux, c'est je projette sur toi un rêve amoureux et je te vois 10 fois plus beau que tu ne l'es. Enfin, je te vois parfait, quoi. Mais c'est fait exprès, c'est au service c'est bien fait d'ailleurs, c'est au service de la survie, c'est parfait. C'est fait parfaitement, je trouve. C'est juste que c'est une illusion d'optique. C'est juste une illusion parce que non névrotique, l'état amoureux, il n'y a pas plus névrotique. J'avais même marqué un jour une pathologie, tellement que. Mais bah, parce que c'est charmant, c'est chouette de le vivre et de l'expérimenter. C'est juste que si t'en restes là,
tu vas sentir le manque et tu vas commencer à vouloir ta drogue et tu crois que c'est vrai qu'il pourrait te combler et patin couffin et là, tu commences à rentrer dans la dépendance ou l'inverse, qui est: «Je ne veux surtout pas, vivre cet état amoureux et me fourvoyer là-dedans et donc je vais me distancer et ne jamais faire de relation». Donc l'un ou l'autre, c'est pas mieux. Mmh mh. Et Oui, ça la s'appelle une personne projection. Les pardon. histoires, les étoiles dans les yeux, c'est de la projection. C'est-à-dire je projette sur l'autre une figure du passé, en général ou une figure idéalisée, soit, un papa que j'ai eu qui était absolument génial et que j'aimerais tellement trouver un comme ça, soit, mon papa était absolument pas génial, enfin je la fais courte, hein, c'est un peu plus compliqué que ça et du coup, je rêverais tellement de trouver un papa qui, si je suis une fille, qui vienne vraiment me sauver la vie et jouer au prince charmant. Donc voilà, donc c'est cette figure-là, dont je rêve tellement, qui va faire que je vais projeter sur l'autre, un être idéal, quelqu'un de magnifique qui va pouvoir potentiellement me réparer, me combler, nourrir tous mes besoins, tati tata. Voilà. Mmh. Mais c'est Et génial comme truc. En plus, c'est vachement physique, j'aime bien, c'est le côté, je l'admire, je l'idéalise, je suis fascinée. Il y a ce truc dans l'état amoureux de la fascination, j'en peux plus, je le bade, je le veux tellement, il me fait tellement craquer. Enfin, tous ces trucs-là, quoi et c'est mignon, en fait, je trouve ça génial. C'est sympa à vivre, en tout cas. il y a un côté un peu obsessionnel aussi Ah bah, avec, grave! le gène. Bah, c'est Mmh. obsessionnel parce qu'immédiatement, il y a cette croyance de départ qui est: si je l'ai, si j'arrive à le capter, si j'arrive à obtenir le partenaire, alors je vais être heureuse et ce pour tout le temps. Ou je serai en Mmh. sécurité et ce pour tout le temps, ou je serai, comblée et ce pour tout le temps. Voilà, il y a cette idée derrière. C'est le concept qui n'est pas vu parce que les gens ne réalisent pas qu'il y a ce commentaire qui est derrière, mais en fait, c'est toujours ça qu'il y a derrière. Mmh mh. Bah, évidemment, c'est pour ça qu'il y a de l'obsession, parce qu'il y a une fixation sur le partenaire. Et après, c'est ce truc du manque, hein, c'est bien ce que je viens de dire. J'ai signalé, après il y a le manque. Parce que l'autre, il est pas là forcément à la seconde, hop, il arrive, tout cuit et il dit: «Oui, on va faire couple, et nous allons nous accoupler, nous marier et faire des enfants». Des fois, ils disent pas ça, quoi. Ou peut-être pas tout de suite, ou peut-être pas du Mmh. tout. Et donc et même quand ça se passe comme ça, parce que des fois, ça se passe comme ça. L'autre, il est partant en même temps que moi, là, ça fait et hop, on est parti dans ce qu'on appelle la love bombing, là, je sais plus, ça s'appelle comme ça, je crois, aujourd'hui. C'est-à-dire espèce de fusée à loukomisation, d'accord? On Mmh parlait mh. d'eux dans un trip, love story en mode fusionnel. Très souvent, ces trucs-là, ça finit par retomber comme un comme c'est monté en vol, parce que c'est pas fait pour durer la fusion. Donc du coup, Mmh. bah, il y a grosse déception: «Ah mais on était sûr que ça allait marcher». Bah oui, c'est faire fi de la réalité. On vient se guérir, mais on n'est pas très, adulte en contact avec la réalité. On est des enfants qui cherchons à se guérir tout le temps, à Mmh travers mh. l'amour. Et dans l'article, que la journaliste avait écrit, initialement, il y a un point aussi que je trouve intéressant qui est celui de la jalousie. Ouais, Est-ce que dès lors qu'il y a sentiment amoureux, il y a jalousie? ouais, oui, la fille assez, oui, oui, tout à fait, mon cher Watson. Oui, oui, jalousie, ça va avec, la possessivité et ça va avec le lien ça va avec la possessivité, c'est-à-dire avec, le truc de la c'est mon partenaire et je veux faire couple. Ça va avec l'idée du rêve du couple. Mmh Si mh. je n'ai pas un projet de rêve de couple avec ce partenaire que je rencontre, alors là, la jalousie, niet, ou peu, sauf si je suis un gros jaloux avec tout et n'importe quoi. Mais si je suis pas attachée en mode projet couple, bon, voilà quoi, pas d'une grosse jalousie parce qu'il y a pas de projet dans le futur. S'il commence à me dire: «C'est un partenaire potentiel, il a l'air de correspondre», que je fais un projet dans ma tête avec ou sans l'autre, alors à ce moment-là arrive la possessivité et la jalousie. Et parce qu'il y a le truc du manque. Je voudrais tellement que je le convoite. Si je l'ai, je pourrais être heureuse, donc je vais commencer à être jalouse. Si je le vois, commencer à séduire la voisine, je vais être mal, en fait, je vais être malheureuse. Déjà parce qu'il ne me choisit pas et on a besoin de se sentir choisi par, la personne avec qui on projette de faire couple. Pourquoi? Alors ça c'est le point 2. Le point 1, c'est ce que je viens de dire, c'est la partie complètement biologique, et c'est lié à Eros et je te veux et je fais un projet couple. Hem, Ça va avec l'état amoureux aussi. Mais le point 2, c'est le lien d'attachement. On oublie que
on a des figures d'attachement papa-maman ou d'autres substituts d'attachement, de résilience quand on est enfant, où on n'a personne et là on est très malheureux. On se construit seul face au monde entier. Ça donne d'autres réactions. Mais si on tombe dans l'histoire d'état amoureux, machin, et qu'on projette un couple avec quelqu'un et qu'on fait confiance à une personne ou on aimerait faire confiance à quelqu'un, alors à ce moment-là, ça rappelle le choix d'une figure d'attachement primaire. Un papa, une maman qui me donnerait la sécurité, la bienveillance, la tendresse, l'amour dont je n'ai peut-être pas reçu exactement comme j'avais besoin. Et donc, cette histoire de figure d'attachement est essentielle dans cette compréhension de comment je ne peux pas m'empêcher d'être jalouse ou jaloux. Parce que si je projette sur l'autre une figure d'attachement, que j'ai besoin qu'elle soit sécurisante. Sinon, on repart comme dans l'enfance. J'avais un papa, une maman qui ne me permettait pas de créer un attachement sécure. Donc, je ne pouvais pas explorer le monde à l'endroit où je ne me sentais pas en sécurité. D'accord? Donc, on va chercher à se sentir en sécurité à travers la relation qu'on va construire avec l'autre. C'est pour ça que les gens veulent du durable, du couple durable en général. Même s'ils font de l'éphémère, ils cherchent du couple durable. Bon, et donc pourquoi? Parce que ça renvoie à ces liens d'attachement. Et comme l'enfant petit est autonome très tardivement, eh bien, il y a cette problématique qui se rejoue à l'âge adulte, qui est je ne suis pas sûre de pouvoir faire couple en sécurité avec ce partenaire. Et tant que je ne suis pas sûre que cette figure, que cette projection de ce prochain couple me met en sécurité, alors à ce moment-là, je vais être dans le besoin de capter et le besoin de me rassurer. Et donc, je suis pas souvent rassurée. Donc, si l'autre montre des signaux, me dit il m'aime, mais qui montre des signes comme quoi, un double discours, il parle sur la voisine d'à côté, il drague et tout, je ne suis pas du tout en sécurité. Donc, je peux pas me déposer, je peux pas être tranquille avec cette figure d'attachement qui me m'insécurise. Et probablement, si je répète et je traîne dans des relations comme ça, c'est que j'ai déjà été en attachement insécure, j'ai déjà été insécurisée par mes parents. C'est des choses qui se rejouent et c'est des patterns qui se rejouent. Mais c'est vrai que c'est important aussi, cette théorie des lois d'attachement, pour voir que cette histoire de jalousie est très liée à ce besoin de sécurité d'une figure d'attachement spéciale et unique. On a besoin, c'est pas rien cette affaire, de se sentir en sécurité avec quelqu'un. Sinon, on est tout le temps en stress, en stress, en stress. Il me manque, est-ce qu'il va vraiment m'aimer? Et la jalousie, ça correspond à ce truc, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Et j'ai l'impression que je ne peux pas l'être. Il va me trahir, elle va me trahir, tôt ou tard, ou je ne suis pas assez aimable, et donc il va chercher la voisine qui est plus belle, ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Ça, c'est le fondement de la jalousie. Mhm. Et Mais oui, c'est pour... c'est très prévisible et je trouve ça très humain, moi. En même temps, il y a des niveaux de jalousie. Il y a jalousie, il y a petite jalousie et grosse, grosse jalousie. Donc, les gros jaloux, c'est des gros insécures qui ont vraiment besoin d'être rassurés comme des gosses. Ils ont besoin de trouver une figure d'attachement stable et pour tout le temps et de se nourrir au biberon. Et ça, c'est juste pas possible. Il faut aussi examiner que bon, la relation célèbre l'autonomie de deux partenaires. On ne peut pas tout attendre de l'autre non plus, hein. Ça va être assez malsain. Ça va créer des relations dites symbiotiques. Donc, les gros jaloux doivent travailler quand même sur eux. Mais les moyens jaloux, les petits jaloux, je trouve ça tout à fait normal, quoi. Parce que dans la et, jalousie, vous avez des crimes passionnels par jalousie aussi. Donc, il y a des gros jaloux quand même. Il y a des trucs assez pathologiques dans la jalousie. et par rapport à la jalousie, mais aussi par rapport au côté d'avoir toutes les pensées sont tournées vers une seule personne, etc. Ouais, Euh, ça T'as c'est un excessif. moyen de savoir si on est véritablement amoureux ou si on est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de la dépendance affective ou d'un Mais, attachement qui mais est c'est tout mal pareil. fait de Parce cette que, finesse? mais c'est tout pareil. L'état amoureux, c'est pas très sain, c'est un peu pathologique quand même comme affaire, ce que j'ai dit déjà au début. Ça va créer le manque, ça va organiser l'idéalisation, ça va organiser le sentiment de... Donc, c'est le terrain de la dépendance affective, cette affaire, hein, de croire à cet idéal romantique. Et ça va être le terrain de la jalousie et de la possessivité. Parce qu'effectivement, tout est cristallisé, c'est ce qu'on appelle la cristallisation, tout est fixé sur une personne. La projection est sur une personne spéciale et unique qui pourrait nous combler, et ce pour toujours. Et là, c'est une problématique de manque d'autonomie. D'abord, de manque de conscience qu'une personne ne va pas tout nous apporter, ça n'existera jamais, il n'y a pas de sauveur, personne ne va nous sauver de là d'où nous sommes. On peut s'aider à se guérir l'un l'autre,
mais quelqu'un ne va pas nous sauver et nous extraire de nous-mêmes, en fait. On aura toujours des moments de manque, des moments de douleur, des moments d'épreuve, etc. Donc, il y a à travailler sur cette autonomie pour être moins jaloux, hein, sortir de cette fixation de une seule personne sur Terre pourrait me délivrer de tout. Moi, hier, j'en avais une patiente comme ça, c'est marrant ça. Elle était vraiment très dépendante, mais la racine, c'était, elle me disait comme ça, si je suis aimée d'un homme, alors, je passe des moments magiques avec lui et ma vie, c'est ce qu'il y a de mieux sur terre. Voilà, et il me protège et il me protégera et il y a pas mieux sur terre que ça. On est typiquement dans l'attente du sauveur, hein. Et donc elle se faut en plus, elle passait plein de moments avec un mec qui l'abusait et elle passait plein de moments absolument pas magiques, mais pas magiques du tout. Elle prenait de la cocaïne avec lui, elle se faisait des bad trips, le mec il voulait pas qu'elle sorte, il était archi jaloux. Bref, c'était pas du tout ce qu'elle vivait. Mais elle était tellement persuadée dans sa tête que la vérité, c'est il y a pas mieux sur terre que de passer certains moments, des moments magiques et un homme est porteur de moments magiques et de protection, que tant que ça s'était pas déraciné, eh ben, elle continuait à se faire, maltraiter, abuser, d'autant plus qu'elle avait été abusée enfant. Donc elle pouvait pas mettre ses limites de manière claire. Une grosse dépendante affective. Mais c'est intéressant de voir de l'endroit d'où ça part. Il y a vraiment ces croyances un homme, si c'est une femme, si c'est un homme, ça peut être pareil en réciprocité. Une femme idéale va pouvoir me nourrir, je ne sais pas quoi. Et là, c'est un homme, c'est tellement ce qu'il y a de mieux sur Terre. Il n'y a pas mieux, c'est un Dieu tout-puissant qui va venir me sortir de moi, me sauver, me faire passer les meilleurs moments de ma vie. Bon, voilà, ça s'appelle vraiment une addiction. Et ça fait aussi l'addiction à l'intensité. Donc oui, la jalousie, ça va avec l'addiction à l'intensité, ça va avec ses croyances, une personne spéciale et unique, et ça fait des fixations, qu'on appelle la limérance aujourd'hui. Il y a un concept. Voilà. Donc c'est assez malsain. Et l'état amoureux, c'est pas sain non plus, hein, je vous signale. Il n'y a rien qui est sain là-dedans, hein. C'est pas grave, c'est à vivre, c'est juste d'en voir les écueils, quoi. À la limite, plus on est conscient de cette mécanique, plus on peut le vivre, jouer à ça, sans se prendre les pieds dedans. Vous pouvez jouer à être amoureux, je sais pas moi, à l'espace 2 jours, 3 jours. Enfin, vous n'êtes pas en train d'adhérer à l'idée que cette personne va vous sauver la vie. Il faut arrêter avec ça, quoi. Et enfin, cet état amoureux, donc complètement excessif, presque pathologique, etc. J'imagine qu'on en sort bien un moment ou un autre pour passer peut-être dans un amour plus durable, plus Ouais. sain. Oui, plus Euh, durable, ouais. Plus c'est durable. quoi les signaux qu'on est passé enfin dans quelque chose de peut-être plus raisonné, mais qui est quand même de l'ordre de l'amour et de l'attachement? Ce qu'on appelle l'amour ocytocine, hein. C'est-à-dire on passe de l'amour-passion, la lune de miel, l'amour fusionnel. C'est quand c'est l'étape 2. Alors, c'est souvent après 1 an ou 2 ans, voilà. Si effectivement les deux partenaires en réciprocité décident de se sécuriser, donc de construire un couple et sont d'accord pour l'aventure du couple, alors, il y a un minimum de base de sécurité qui se construit, d'accord, qui se dessine. Et à partir de ces bases de sécurité, s'il n'y a pas de sécurité, il y a la passion qui reste, hein. Si un des partenaires est toujours menaçant, en mode je suis là, mais je suis pas là, je suis là, mais je vais partir, je suis là, mais bon, voilà, problème de l'engagement. Donc là, la passion va perdurer en mode non-captation et insécurité. Donc ça ne donnera pas de couple, de base de sécurité, mais ça peut durer aussi. Sauf que sans les bases de sécurité, il va y avoir beaucoup de stress, hein. Donc, il y aura de l'état amoureux, de la passion, mais il n'y aura pas cet attachement ocytocine, hein, qu'on appelle le passage, la bascule, qui se fait d'une lune de miel, d'une histoire fusionnelle, d'une histoire passionnelle, à une histoire beaucoup plus où chacun reprend sa vie, son petit baluchon de pèlerin et peut vivre un peu une vie de célibataire en couple. C'est-à-dire chacun s'occupe de ses affaires et il y a des temps qu'on partageait en commun, mais on n'est pas tout en commun. On ne court pas derrière l'autre du matin au soir, quoi. On n'est plus dans ce truc. Donc l'attachement durable, c'est aussi euh, être au courant. Je pense qu'il y a une lucidité, un discernement à conquérir, qui est j'aurais peut-être moins de passion, donc c'est l'attachement oxytocine, c'est-à-dire c'est moins passionnel, mais je me sentirais plus en sécurité. Et je peux ainsi travailler sur mon autonomie, c'est-à-dire de ne pas être tout le temps agrippé à l'autre ou vouloir ou attendre trop de l'autre, hein, ou trop du couple, hein. Euh, et je peux partager certaines choses et m'enrichir avec l'autre, mais j'attends pas tout de l'autre. Voilà. Ça, et par contre, je vais peut-être
avec ces bases de sécurité, commencer à m'ennuyer, ce que disait Schopenhauer. Ce qui est emmerdant, c'est que les couples, une fois qu'ils sont dans la passion et la fusion, le problème, comme ils sont hyper dopés là, avec tout ce qu'on a vu, la chimie de l'amour, là, ils veulent plus s'en passer. Ils se disent, ah mais maintenant je m'ennuie, voilà, j'ai ce que je veux, j'ai la maison dans la prairie, là, ce que je dis toujours. Et après, ils s'ennuient, donc ils fantasment sur... parce qu'ils ne désirent plus, en fait. C'est acquis. Donc, il n'y a plus la tension du manque. Et donc, du coup, ils s'ennuient. Et quand ils s'ennuient, ils disent, je t'aime plus. Voilà, c'est la confusion, je t'aime plus. Mais en fait, ils s'ennuient. Il manque plus de rien, quoi, en fait. Voilà, hop. Et c'est malsain comme tout, ce truc. Et cet attachement du couple durable doit être aussi assez lucide sur, bah oui, je vais peut-être m'ennuyer un peu. Mais c'est à moi de ne pas m'ennuyer. Je prends la responsabilité de ne pas m'ennuyer avec ma vie, à moi, pas en attendant que l'autre me fasse un coup d'animation. Pas manger au Club Med, l'autre, hein. Donc, je n'ai pas obligé de vivre de la passion tout le temps. Si je veux vivre de la passion, moi, je suis très claire sur ces propos-là. Si je préfère la passion à quelque chose de plus stable, mais peut-être de plus ennuyeux, en fait, hein, avec moins de manque, alors à ce moment-là, ben, j'ai qu'à me choisir quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Là, je suis tranquille. J'aurai tout le temps de la passion. Mais c'est vrai que ça ne se conjugue pas tellement. Alors, il y en a certains qui arrivent. Comment arriver à conjuguer la passion dans les couples durables avec, ou en tout cas l'intensité du feu du départ avec la stabilité, c'est-à-dire la sécurité? Et avec l'intimité, parce que c'est les trois axes hein, dans le triangle, là, il y a l'intimité, la passion et la sécurité. L'intimité, c'est je parle en authenticité, je peux être aimé pour qui je suis. Donc, comment développer ça? Ben, conjuguer ça, c'est pas, c'est du boulot quand même. C'est pas simple de conjuguer la passion et la sécurité. Mais il y a à trouver quelque chose, déjà de se passionner pour sa vie propre, déjà au lieu d'attendre que la passion vienne de l'histoire d'amour. Et puis, de conjuguer un peu de tension du manque, parce que s'il n'y a aucun manque, si on n'admire pas du tout le partenaire au bout de 2 ans, ben, c'est un peu mort, quoi, on va s'ennuyer platement. Et donc, pas trop de sécurité, mais pas trop d'insécurité. Vous voyez comment il faut conjuguer le truc? Sinon, ça ne marche pas. Un peu de manque, mais pas trop. Un peu de la sécurité, mais pas trop. Bah voilà, c'est l'histoire à trouver. C'est pas c'est ça, c'est à chercher, à creuser, parce que c'est pas évident. Et dans cette période, justement, où il peut y avoir ce côté un petit peu de, bah, comme un soufflet qui retombe avec moins de passion, etc. Allô? Ah, merde. Mince. Alors, j'ai raccroché. Je vais la rappeler. Ça, c'est les trucs de l'impro. Je me suis trompée de bouton. Hop, elle me rappelle. C'est parfait. Oui, j'ai appuyé. J'avais un double appel. C'est pour ça. On en était où? Oui, je voulais savoir justement dans cette période-là où la passion retombe, il peut y avoir Oui. cet effet un peu du soufflet qui retombe. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être les signes pour rassurer quelqu'un qui dirait, bah, en fait, j'ai l'impression de plus aimer la personne. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous prouve qu'on aime encore la personne en face au-delà de cette passion? Bon, déjà, surtout, ne pas se fier à je t'aime plus. Je t'aimais, je t'aime plus. Je t'aimais parce que je projetais sur toi et que tout allait bien dans le meilleur des mondes par la projection. Je t'aime plus parce que tu ne réponds plus à mes besoins comme avant. Donc, c'est très complexe, hein. Par exemple, je vous donne un cas là, j'ai eu cette semaine où, au bout de 20 ans, il a dit bah, je t'aime plus, je pars. Mais bon, c'est pas qu'il ne l'aimait plus, c'est parce que pendant des années, euh, ce mari ne disait pas le un quart de ce qu'il pensait tout bas. Voilà. Mm, Donc, bah, à force de ne pas dire tout ce qui dérangeait, et puis comme ils ne communiquaient pas ni l'un ni l'autre sur qu'est-ce qui dérangeait et qu'est-ce qui était frustrant, il n'y avait aucune communication intéressante, bah, du coup, bah, il a fait bah, je t'aime plus. Mais ça fait longtemps déjà que c'est pas qu'il l'aimait plus. Il n'y avait rien qui était réglé dans cette histoire. Il ne parlait pas. Donc, tout était enquisté. Donc, c'était pas du tout surprenant que ça se termine comme ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des exemples. C'est un exemple, un bon exemple d'ailleurs, de voir comment on devient passif-agressif et que, en fait, c'est pas lié du tout à l'amour. Mais c'est pour ça que je dis au début, je vous ai dit dans les débuts, j'ai dit, mais c'est quoi le mot amour? Ça veut rien dire. C'est pas qu'il y avait de l'amour au début et il n'y avait pas d'amour avant, après. On ne peut même pas parler du mot amour là-dedans, ça n'a rien à voir. C'est pas une histoire de sentiment. C'est une histoire, j'ai été déçue parce qu'on n'a rien réglé, on n'a pas parlé de ce qui n'allait pas. On parlait en surface. Ah bah, évidemment, on peut tous faire ça. Ce n'est que vous à l'échec.
Ça, c'est un bon exemple d'une mécanique qui se met en place, complètement dysfonctionnelle, liée à un problème de communication et qui fait que, bah, voilà quoi. Ou alors, c'est pas que je t'aime plus, c'est parce que je suis frustrée, parce que je rêve d'un idéal. Je n'ai pas déconstruit l'idéal de l'amour romantique, par exemple, dans ma tête, et la réalité est toujours décevante par rapport au rêve. Et donc, dans la réalité, au bout d'un an, 2 ans, je me mets à passer beaucoup de temps avec toi et je me rends compte que tu me frustres. Enfin, c'est pas tu me frustres, l'autre vous frustre pas. Je me sens frustrée avec toi parce que tu réponds pas à ça, à ça, à ça. Donc, je commence à fantasmer d'un rêve d'une autre personne que je rencontre ou pas dans ma tête. Et c'est parti. Et je suis déjà dans la fuite. Parce que je ne peux pas. Il y a des idéalistes dans l'amour, il y a des profils de personnalité idéalistes qui ne peuvent pas tolérer la réalité. Ils veulent toujours mieux, l'herbe plus verte ailleurs. Donc, eux, c'est pas qu'ils aiment et qu'ils n'aiment pas, parce qu'ils n'ont jamais été capables d'aimer en réalité. Ils ne peuvent pas aimer le réel. Ils ne peuvent qu'aimer un imaginaire romantique. Terrible, hein. Donc ça, ils ne seront, enfin, il y aura que des déceptions à la clé. Mais on ne peut pas mettre le mot amour. Même au début, c'était que de la projection. C'est neuneux, en fait, le truc. Moi, c'est très, très méfiante sur le mot amour, hein. Je dis non, non, mais alors, utilisez pas ce mot parce que là, vous allez vous fourvoyer. On va regarder ce qui se passe ou ce qui s'est passé qui a fait que ça a créé la chute, l'explosion ou la chute ou la catastrophe, etc. Mais c'est qu'on va décortiquer ce qui s'est passé et vous allez voir et vous allez comprendre qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec l'amour ni avant, ni pendant, ni après. Donc, utilisez pas ce mot bêtement en disant je t'aimais, je ne t'aime plus. Non, non, alors là, c'est complètement erroné. En plus, quand on fait ça, on n'apprend pas de nos expériences. On voit pas ce qui s'est passé, donc on va répéter les schémas, même si on prend quelqu'un d'autre ou si on prend personne, on n'a rien compris au film, quoi. Donc, ça sert à rien, en fait, de se dire j'aimais, j'aime plus. Mais non. Ou alors, on était amoureux de l'état amoureux, donc, et que dès qu'il y a moins d'état amoureux, ben voilà, on s'ennuie et puis on veut d'être amoureux. Mais au moins, on clarifie plus on est en clarté sur ce qui se passe en nous et avec l'autre, bah, moins on va répéter des trucs, moins on va se fourvoyer. Moi, je travaille beaucoup sur le discernement, hein. C'est quand même, bah, je suis bonne là-dedans et c'est ce qui aide pas mal mes patients ou ceux qui m'écoutent à y voir plus clair. Parce que sinon, ils se fourvoient avec des mots qui. Mais là, c'est bien que vous fassiez un sujet là-dessus parce que pff, d'ailleurs, dans vos questions, on voit que bon, vous utilisez le mot amour à tort et à travers, hein. Moi, je l'utilise quasiment jamais en fait. Et donc, c'est J'utilise quoi? le mot précis. Je vais dire ah oui, donc il y avait donc c'était un problème de communication. Donc vous n'étiez pas en mesure de dire tout ce qui ne va pas. Mais je vais pas dire, je vais jamais utiliser ce mot-là, très rarement. Mm. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Enfin, qu'est-ce que c'est véritablement d'aimer? Véritablement, bah, c'est l'amour dans la réalité. C'est pas l'amour parfait, c'est pas l'amour idéal. C'est l'amour où on peut s'accepter déjà, se respecter soi. C'est déjà l'amour où je me mets pas sous les cailloux là, je me mets pas en vrac pour quelqu'un. Donc, je peux me passer, je peux gérer ma solitude, ce qu'on appelle la solitude de l'empereur. Et à partir de là, je peux aimer la personne dans la réalité, avec ses imperfections, avec mes imperfections, en communiquant, en faisant en sorte qu'on s'apprécie, qu'on passe des bons moments, en réglant les problèmes au fur et à mesure quand ils apparaissent. Enfin, c'est complexe, quoi. En étant moins illusionné sur l'amour-passion, voilà, des choses comme ça, en faisant circuler les signes de tendresse. Bon, c'est l'amour véritable, de nouveau. C'est pareil, vous êtes une idéaliste si vous me dites c'est quoi l'amour véritable, parce que vous interviewez n'importe qui. Chacun y va de son point de vue. L'amour véritable, c'est, l'amour véritable, c'est. Et en plus, l'amour véritable, là, vous êtes sur un concept d'amour absolu. Vous êtes en train de me parler d'un idéal. L'amour véritable, c'est un truc idéal. Bah, c'est comme ça, comme ça n'existe nulle part, vous êtes déjà fourvoyé sur votre question. Déjà, votre question, elle part mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça commence mal. C'est une question d'un idéaliste, ça. Mais moi, je fais la chasse aux idéologies parce que c'est ça qui crée la souffrance, c'est l'écart entre l'idéal et le réel. Donc, Mm. accepter la réalité telle qu'elle est, faire aimer, ça m'en fait aimer ce qui est, plutôt que de vouloir ce qui est idéal et qui ne sera jamais atteint. Donc, l'amour véritable, bon, ok, mm, pourquoi pas, mais je vous mets au défi d'y arriver. Mm. Donc, il y a pas une seule définition, Ah bah certainement pas. et, mais en tout cas, il y a des choses que l'on ressent. Vous évoquez le fait de se sentir, d'avoir ce côté d'autonomie, d'avoir Oui, quelqu'un qui etc. Ça, c'est des choses qui sont fondamentales tout à pour fait. identifier un véritable Oui, amour.
c'est ça. Un véritable amour, c'est d'abord se respecter, s'aimer, c'est-à-dire ne pas traînasser dans des relations qui ressemblent à rien et se mettre en vrac. Et ça, c'est le point 1. C'est un, l'amour de soi. Deux, je peux ensuite partir dans la relation sans m'abîmer en drame. Là, vous êtes sur l'attachement de dépendance, mais sur l'attachement évitant, c'est pas mieux, hein. C'est je ne vais plus, là, je vais travailler dessus demain, je fais une conférence là-dessus. Je ne vais plus dans la relation avec les hommes, par exemple, parce que j'ai tellement été abîmée dans mes 10 dernières années que, oubliez-moi, je suis tellement méfiante que je n'ai rien de moi. Ou alors je contrôle l'autre. Donc, c'est des attachements dysfonctionnels. Et on ne peut pas faire d'amour, entre guillemets, véritable ou durable avec des dysfonctionnements comme ça, avec trop de méfiance ou trop de naïveté ou trop d'attente. Voilà, donc il y a des choses à travailler, quoi, avant de pouvoir créer une relation, et je n'aime même pas le mot harmonieuse, ça, de nouveau, c'est un idéal, une relation qui est plus en contact avec la réalité, où je peux m'enrichir de l'autre. Parce que c'est ça, ce qu'on appelle l'autonomie, c'est l'interdépendance. Je peux enrichir l'autre de mon univers et l'autre peut m'enrichir de son univers. Voilà, et il peut me soutenir aussi, enfin, il peut répondre à certains de mes besoins, mais pas à tous. D'accord? Donc, il y a quand même pas mal de désillusions à faire. Il y a être beaucoup plus en contact avec la réalité et aussi, voilà, s'écouter, s'aimer, ne pas s'oublier, ne pas se perdre, mais ne pas non plus être ultra méfiant et éviter le lien en se disant l'autre va m'avoir, mon Dieu, je vais le rejeter avant de le rejeter. Enfin, il y a plein de dysfonctionnements. Plus on est au courant du fonctionnement de comment, des mécaniques là, de la relation, et moins on tombe dans les pièges, en fait. Mm, mm, Et ça, c'est tout ce qu'on fait en thérapie, ou ouais, c'est beaucoup le travail de thérapie qui aide quand même. Ou en philosophie aussi, hein. Philosophe, moi j'ai beaucoup appris en philo, en fait. Euh, mm, tous les auteurs qui ont. Enfin, il y a énormément de philosophes qui ont parlé d'amour, mais c'est hyper intéressant, en fait, on apprend énormément de choses. mm, mm. Et j'ai encore quelques questions. Ouais, allez-y, hein. Attendez, après, non, mais c'est bon, on a du temps, là, j'avais dit à 4 heures. C'est bon. Assez faire sur justement, l'amour, c'est que dans l'article qu'on a à l'origine, il y a des grands traits qui sont donnés de ce que serait véritablement un couple amoureux, etc. Est-ce que vous considérez qu'il y a quand même des choses qui sont essentielles au maintien du sentiment, ou en tout cas de l'affection au couple, comme par exemple l'attraction physique? Même pas, parce qu'aujourd'hui, l'attraction physique, il y a des couples qui s'aiment énormément et qui sont asexuels ou qui sont peu sexuels, qui sont Mhm. cimentés. Non, on est plus, chaque couple est unique. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce qui nous cimente, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on a un profond attachement? Moi, je parle plutôt un attachement profond, un attachement profond, ouais. Je dirais plus ça qu'un truc d'état amoureux un peu niais. Ou des sentiments, mais ça n'empêche pas que l'état amoureux peut perdurer. Et comment entretenir la flamme, ça aussi, je peux traiter ces questions-là. Mais pour cet attachement profond, oui, je pense que c'est important de voir que ça peut passer par euh, mettre l'attention et l'énergie sur ce qui va bien entre nous, hein, faire circuler la tendresse, s'intéresser à l'autre, l'empathie, l'écouter, mais pas tout le temps, tout en se respectant. Mais oui, faire quand même, au lieu de régler toujours des problèmes, parce qu'on est toujours orienté sur ce qui ne va pas, de partager le bon, de veiller ouais, à être attentif à la relation. Parce que souvent, dans les couples durables, bon, ils sont tellement l'un à côté de l'autre qu'ils ne se voient plus, quoi. Et on a au tantra, parce que moi j'anime des stages de tantra, souvent on dit regardez l'autre comme pour la première fois ou pour la dernière fois. Il n'est pas acquis, quoi. C'est toujours différent. À chaque fois que vous faites l'amour, c'est jamais pareil. Donc là, mais là, vous me parliez sur le physique, d'avoir une attraction physique. Ça dépend, hein. Il y a des gens qui sont cimentés sur la sexualité, d'autres pas. Et d'autres qui peuvent, parce que l'amour profond et durable, imaginez 30 ans, le corps va se dégrader quand même, hein. On va pas rester des mannequins, jusque même si on s'entretient, excusez-moi, mais enfin bon, on risque d'avoir des maladies, des machins. Donc l'amour profond, si je commence à devenir moche parce que je sais pas quoi, je vieillis et que l'autre il nous vire parce qu'on n'est pas attractif, voilà, surtout les nanas. Donc je pense pas que ce soit un bon critère. Ça s'empêche pas de nous entretenir les uns les autres. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Sinon, c'est trop Mhm. basé sur Eros, l'attraction physique. Il ne me plaît que si je le désire parce qu'il est beau. Et sinon, s'il est moche et il a un gros ventre, envoyez-moi quelqu'un d'autre. Mais par contre, il y a un besoin peut-être plus d'attraction physique, d'intimité, en tout cas même d'intimité émotionnelle.
Là, vous êtes plus sur l'intimité physique, mais ça dépend des gens, hein. Il y a des gens qui ne sont pas tant que ça excités sur l'attraction physique, c'est les points de départ. L'autre m'attire Mais physiquement au ça, départ, mais vous êtes sur l'attachement durable, là. Sur l'attachement durable, une fois que l'autre il est devant nos yeux et qu'on l'a en photo du matin au soir, bon, bah, c'est bien, il est beau, mais enfin, ça ne suffit pas pour faire un couple, hein. Ou alors je fais l'amour, c'est génial, mais ça ne suffit pas non plus pour faire un couple durable. Enfin, c'est bien, mais quoi, c'est une base, et des fois, pour certains, ce n'est même pas une base. Il y en a qui ne sont pas cimentés sur le physique et la sexualité. Je vous dis, hein, il y a des gens qui sont cimentés sur l'intellect, sur la spiritualité, sur la fonctionnalité coparentalité, sur, je ne sais pas, il y en a qui sont cimentés sur la tendresse. Il y a plein de formes d'attachement, en fait, hein. Donc, souvent, ce qui est préconisé sur l'attachement durable, c'est plutôt l'amour-amitié, en fait. C'est l'amour du confident, l'amour de la tendresse, la capacité de prendre l'autre à l'endroit où il est. C'est de voir les bons côtés de la personne, plutôt que de voir tous ses défauts. Voilà, c'est quand même pas mal ça. Plutôt que le physique. Le physique, écoutez, excusez-moi, il faut être un peu réaliste, hein. Le physique, tôt ou tard, si vous restez 30 ans avec la même personne. Non, mais c'est vrai, vous me parlez d'attachement durable. Moi, je vois à long terme, hein. Je ne vois pas sur les 5 ans. Moi. Je dis sur les 30 ans, 20 ans, 60 ans, j'en sais rien, moi. mais c'est pour ça que je parlais d'intimité, justement, pas au sens nécessairement que physique du terme, mais même l'intimité Émotionnel. relationnelle, Ben, émotionnelle. l'intimité émotionnelle, ça va être basé sur cette communication saine, qui n'est pas simple à mettre en place dans les couples, qui est oser se dire les choses inavouables, oser se dire ce que je n'ose pas te dire par peur de te blesser, par peur de te perdre, par peur de te fâcher, par peur de ceci, et pourtant, il faut le dire. Donc, c'est beaucoup Mm, la communication qui va créer l'intimité. Et là, on était sur, vous vous rappelez, j'ai parlé d'engagement, passion, et le troisième critère qui fait que les couples fonctionnent mieux, c'est l'intimité. C'est-à-dire, je peux être moi-même face à l'autre. Je peux me dire face à l'autre, me dire tel que je suis dans ma vérité. Donc ça, c'est un critère, effectivement, qui fait que les couples qui arrivent à ça se sentent plus aimés et plus aimables et acceptés tels qu'ils sont. Et c'est encore un idéal. C'est pas si simple, mais c'est une intentionnalité. mm, mm. Et est-ce qu'il y a besoin, parce que vous évoquiez au début le fait que, par exemple, la jalousie, ça vient du fait que on va avoir un projet de couple avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a besoin justement de ce côté d'avoir toujours un projet, un idéal, en fait, quelque chose qu'on veut Non, faire avec la personne? Est-ce que c'est nécessaire? non, c'est absolument pas nécessaire. D'ailleurs, il y a des personnes, j'en parlais tout à l'heure, qui ont un attachement plutôt évitant ou désorganisé, qui vont pas du tout avoir envie de s'attacher, hein. C'est pas conscient, mais ils vont avoir peur de s'attacher. Donc, ils vont plus consommer, par exemple. Donc, pourquoi pas, hein. Je veux dire, moi, je n'ai pas de jugement moral, hein. En fait, on s'en fout. C'est pas le souci. C'est juste que, voilà, il peut y avoir une peur de l'attachement et donc je vais mettre du sexe et pas du cœur, par exemple. Ou je vais rester seule parce que je préfère être seule que mal accompagnée, parce que je me dis que tout le monde, tous les hommes sont dangereux, ou je fais des choses comme ça. Donc il y a des manières de ne pas s'attacher qui sont plutôt des systèmes de défense. On ne va pas donner grand-chose, on donne peu de nous, voilà. Bon. Mais c'est pas nécessaire de s'attacher, non. Il n'y a pas de nécessité. Il y en a qui fonctionnent seuls et ils vont très bien aussi, hein. Mm, mm. Les grands voyageurs, regardez les voyageurs qui aiment vivre, voyager seuls, ils ne se disent pas qu'ils manquent de quelque chose. Tout le monde ne manque pas d'amour. Le postulat, on a tous besoin d'être aimés. Bon, c'est bien quand on est enfant. C'est sympa, oui, bien sûr, c'est sûr, quand on est adulte, d'être aimé, d'avoir. Mais c'est pas, on n'est pas là, on va pas mourir si on n'est pas tout le temps avec quelqu'un en couple, quoi. On peut générer d'autres liens, d'autres manières. Voilà. Mais dans un couple justement durable, est-ce qu'il y a quand même un minimum de projection ensemble qui se fait? Ah oui, le projet couple. Bah Oui. oui, bah ça c'est les bases de la sécurité, hein. Je vous rappelle, sécurité, insécurité. Ça, c'est la base du couple. Sinon, il n'y a pas de couple. Le couple, il explose tôt ou tard. Donc, bah oui, la sécurité, la base de la sécurité fait qu'à un moment donné, on crée assez rapidement des projets. C'est-à-dire, je me vois continuer de fonctionner avec l'autre dans le futur, en lui proposant, après, c'est dans le concret, on va faire un truc ensemble. Bon, voilà. Mais oui, ça fait partie de, le projet couple, et d'ailleurs, surtout en général, quand il y a des personnes qui s'effondrent après un divorce, après une rupture, c'est parce qu'il y avait le projet couple dans leur tête, en fait. C'était construit dans leur tête.
Mais ça se fait tout seul. Dès qu'il y a de la sécurité, il y a le projet couple qui apparaît direct. C'est-à-dire, j'ai envie de passer du temps avec, j'ai envie de construire quelque chose avec, j'ai envie de passer des moments agréables avec. Il y a la notion du plaisir, hein, c'est le circuit du plaisir. Si je passe des bons moments avec quelqu'un, bah, j'ai envie que ça se reproduise. Mm, mm. Je pense que j'ai fait le Oui, tour oui, on a des fait pas mal de tours. sujets. Je trouve aussi. Eh ben, si vous avez encore quelque chose à ajouter, éventuellement, on C'était, aurait pas. redites-moi le titre de l'article. Bah, ça Conclusion. serait je vais vous le dire, les signes qui ne trompent pas en amour. Les signes qui ne trompent pas. Ouais, continuer bon, il y a le respect, évidemment, mais le respect, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est surtout se respecter. Mais c'est surtout continuer d'admirer, continuer de voir la beauté chez l'autre, continuer de regarder l'autre comme pour la première fois, quand même, c'est ce truc-là. Sans être fasciné, mais quand même, ça fait partie des gens qui continuent à s'aimer durablement sans se déclarer la guerre en disant: oh là là, je t'aime plus, t'es moche, t'es tartignole, t'es un inintéressant, ou t'es mon ennemi. Voilà, donc c'est l'alliance, hein, célébrer l'alliance. Tu es pas mon ennemi, tu es mon allié, en fait. Et ça, c'est pas facile à tenir sur les couples durables. Mais l'alliance, c'est la sécurité. De nouveau, si tu es mon allié, je suis en sécurité. Et si tu es mon ennemi, je suis en insécurité. C'est quand même, tout le temps, on revient toujours à ça, hein. C'est quand même un basique, quoi, ce truc. Tout retourne à la sécurité, insécurité. C'est vrai. Ben oui. Et le truc, bah, si tu me louanges ou si tu continues de m'admirer, de me faire des câlins et de me dire que je suis bien à tes yeux, alors à ce moment-là, je me sens, je reprends, je me sens honorée, quoi. Je me sens exister et je dois apprendre à exister que pas uniquement dans ton regard, mais c'est chouette de profiter de ça. Voilà, ce serait ma conclusion. Ok. Oui, en fait, c'est Mais un oui, plus c'est un en plus. plus Mais c'est d'autonomie. génial de profiter. Oui, quand je suis autonome, c'est génial de profiter d'un couple. C'est formidable de passer des moments en couple, parce qu'on n'est pas dupe et en même temps, on en profite vraiment. On célèbre, quoi. On est là, on savoure le truc. Waouh, c'est un super goût, j'adore la fusion, machin. J'en fais pas un truc de manque quand c'est pas là. Mais quand c'est là, c'est trop génial, quoi. Je peux vraiment donner, recevoir et profiter à fond parce que je suis pas dans le pathos, en fait. Et c'est ça, je pense, la nuance à conquérir.